Bonjour, bienvenue à cette deuxième partie de mon vidéo sur la querelle. Comment couper court à la querelle. Alors, j'ai donné un premier vidéo, je vous ai donné l'exemple ou la suggestion plutôt de, de passer du temps à passer une caméra, comme je prenais cet exemple-là, de passer une caméra sur l'émotion ou la réactivité qu'il y a à l'intérieur de nous, à la place de réagir tout de suite. Maintenant, je voulais juste vous expliquer dans ce vidéo ici qu'il y a il y a une logique et il y a une vérité extrêmement importante à saisir dans cette pratique-là. Et je pense que c'est une vérité que les couples doivent savoir. Euh, et je vais essayer de vous l'expliquer, c'est pas simple. Je vais faire de mon mieux pour essayer de vous expliquer ça le plus logiquement possible. Vous savez, dans mon livre et puis dans l'introduction à ces vidéos, il y a l'idée que les personnes qui pratiquent la pleine conscience et même les personnes qui font des neurosciences arrivent à la conclusion que l'idée qu'on se fait d'être un moi ou d'être une personne ne correspond pas vraiment à une réalité. C'est plutôt une opération de notre cerveau. Ceux qui méditent s'aperçoivent qu'ils perçoivent des choses avec leurs yeux, ils entendent avec leurs oreilles, ils s'aperçoivent qu'ils ont un langage qui met des mots sur ce qu'ils perçoivent, ils se rendent compte que quand ils perçoivent l'objet n'est pas dans leur tête, c'est une image qui est dans leur tête, et ils finissent par s'apercevoir que ces perceptions-là qu'on a par rapport au monde extérieur, on les exerce aussi par rapport à ce qui se passe en dedans de nous. Alors, c'est comme si le centre de toutes nos perceptions, évidemment, il est derrière les yeux, entre les deux oreilles, il est localisé, c'est là qui est notre cerveau. Alors, mais même si le centre est là, ça ne veut pas dire qu'il y a un petit bonhomme Fernand là, qu'il y a une essence, qu'il y a un moi là. Alors, ce centre qui est là perçoit, reçoit les informations du dedans du corps, de toutes les contractions, les sensations, les mouvements à l'intérieur de notre corps, et il les interprète comme agréables ou désagréables, et tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, évidemment, est relié au monde extérieur qu'on perçoit. C'est pour ça qu'on va dire, ben, tu m'as fait fâcher ou ce conducteur-là me fait fâcher. Et alors, il y a un lien direct entre ce qui se passe à l'extérieur et ce qui se passe à l'intérieur. Mais dans les deux cas, on perçoit les objets à l'extérieur et on perçoit les sensations internes comme à l'intérieur. Ce qui fait que euh, depuis qu'on est au monde, cette perception interne-là, ces sensations internes-là qui sont comme localisées parce que la perception se fait, des sensations se fait entre nos deux oreilles et derrière les yeux. Alors, on identifie ça comme un moi. On se fait appeler Fernand, Michel, Lucie, etc. Et on finit par croire qu'on est une essence, une identité qui est permanente, ça c'est notre âme, c'est moi, et on se croit à être une personne immuable. Mais c'est les deux mouvements, ceux qui pratiquent la pleine conscience et ceux qui pratiquent les neurosciences, arrivent aujourd'hui au même constat. C'est quand même incroyable. La pleine conscience, c'est une pratique qui date de 2500 ans, plutôt en Orient, et les neurosciences sont assez récentes, surtout en Occident, mais on arrive au même constat. C'est pour ça qu'un auteur américain a écrit un livre, Pourquoi le bouddhisme est vrai, Why Buddhism is True, parce que les conclusions des deux approches arrivent exactement au même résultat, c'est-à-dire que le moi n'est pas nécessairement quelque chose qu'on peut constater. On voit bien que c'est une construction interne.
Alors, c'est pour ça qu'il y a des livres sur se libérer de soi, de self-illusion, l'illusion du moi, et les bouddhistes parlent d'un non-moi. Alors, c'est pas une idée facile à saisir, mais il y a des grands courants aujourd'hui qui se rencontrent et qui arrivent à ce constat-là. Alors, quand je propose aux couples qui veulent couper court à leur querelle, de, au lieu d'être pris dans l'émotion et de croire que c'est le moi qui est touché. Alors, tu m'as dit ça, tu n'as pas d'affaire à me dire ça, tu ne me traiteras pas de même, toi tu es comme ci, toi tu es comme ça. Alors, c'est comme si le couple se transforme, c'est comme si on est chacun enroulé complètement, notre identité est enroulée dans nos émotions, dans nos réactions, dans nos sensations. Et là, on n'est pas dans la vérité, on est dans cette illusion-là qu'il s'agit vraiment de moi. Mais c'est pas vraiment la vérité. Comme ceux qui pratiquent la pleine conscience et les neurosciences nous le font découvrir aujourd'hui. Et par contre, on se croit dans la vérité. On croit réellement que c'est de moi qu'il s'agit et c'est de toi qu'il s'agit. Et là, on réagit l'un à l'autre sans aucun espace à l'intérieur de soi, sans aucune liberté. C'est comme deux boules de billard qui se frappent et qui réagissent l'une à l'autre. Alors, donc, quand je propose si on est proche d'une querelle ou on sent qu'on arrive dans une querelle et puis qu'on ressent une émotion négative, une contrariété, quelque chose de très désagréable, et puis on sent en même temps que c'est le moi qui n'est pas respecté. On est élevé comme ça depuis qu'on est au monde, on est comme ça. Alors là, il s'agit de développer un nouveau réflexe qui serait beaucoup plus proche de la vérité, selon les approches dont je vous parle aujourd'hui. Et là, il s'agirait d'observer cette réactivité-là à l'intérieur de soi, cette émotion-là, non pas comme moi, mais comme quelque chose. Et effectivement, ce quelque chose-là est beaucoup plus proche de la vérité que de dire que c'est moi. Alors, ce quelque chose-là, ces réactions-là, elle est faite de quoi? En quoi est-ce que c'est quelque chose? Alors, j'espère que vous me suivez. C'est pas un raisonnement évident parce que ça va un petit peu à l'encontre du bon sens auquel on est habitué. Alors, ce quelque chose-là est produit par le cerveau de survie qu'on a entre les deux oreilles, qui est un organe de survie, et dont la fonction essentielle est de surveiller l'environnement pour identifier des menaces, des contrariétés, des menaces à notre survie finalement. Alors, ce cerveau-là, à distance, parce qu'on n'est pas comme un ver de terre qui n'a pas de perception, on ne réagit pas sur le coup, on a une perception pour qu'on réagisse d'avance. Alors, si le ver de terre avait une perception, il se tortillerait avant de voir l'hameçon. Alors, je m'excuse de cette comparaison-là auprès des dames, là, qui, en général, ne sont pas trop enchantées de mettre un ver de terre après un hameçon. Mais nous, on est comme un ver de terre avec une perception, alors on se tortille avant d'être sur l'hameçon, avant que ça fasse mal. Alors, essentiellement, le rôle du cerveau, c'est de nous tortiller, de nous faire réagir pour qu'on s'enlève de là ou qu'on se batte. Alors là, il se passe toutes sortes de mouvements à l'intérieur de soi. Il y a comme une communication, c'est sûr, entre le cerveau qui identifie quelque chose de désagréable et puis le plexus, le cœur, il y a le nerf vagal qui relie tout ça, et il y a un système de communication extrêmement compliqué entre les deux. Et là, quand il y a un danger, le sang, le cerveau commande à tous les organes qui sont chargés
de recevoir le sang, eh bien, de se dilater aux endroits où on a besoin des muscles pour se battre ou pour courir, et puis de se contracter aux endroits où on a moins besoin de sang quand il s'agit d'un danger. Alors, c'est pour ça qu'il y a des contractions, il y a des sensations, et là, nous, on perçoit ces sensations-là, et quand elles sont désagréables, parce qu'il y a des contractions, et on sait instinctivement qu'il faut se battre, il faut se défendre. Alors, donc, c'est pas moi qui est fâché, c'est pas un moi, c'est quelque chose de désagréable qui est produit par un échange d'informations entre le cerveau et tous les réceptacles d'informations qu'il y a dans cette partie-là, au centre de nous, là, qui est où est le cœur, les poumons, etc. Alors, donc, l'idée qu'une réaction désagréable à ce qui nous apparaît comme désagréable, l'idée que c'est quelque chose en moi, mais que c'est pas moi, la preuve que c'est pas moi, si vous voulez, si on veut rester dans la logique, c'est que quand je ris, je suis moi. Quand je pleure, c'est encore moi qui pleure. Alors, quand je ris, c'est moi qui ris, puis quand je pleure, c'est moi qui pleure. Alors, ça veut dire que je suis ni dans le rire, ni dans le pleur. Logiquement, on est autre chose que le rire ou le pleur. Alors, ça veut dire que quand on vit quelque chose de très désagréable, puis qu'on s'enroule comme une boule autour de cette émotion-là, en agissant comme s'il s'agissait de moi, alors tu me respectes pas, tu me parleras pas comme ça, t'es comme ci, t'es comme ça, t'as pas d'affaires, etc. À ce moment-là, on n'est pas dans la vérité. Parce que je suis autant en moi quand je ris, puis je suis autant en moi quand je pleure. Alors, c'est pas moi. Mais le cerveau nous fait croire qu'il s'agit de moi et qu'il faut agir, se battre ou fuir. Euh, alors, plus on devient conscient de la réalité de ce qu'on est, il se produit un phénomène qui est difficile à expliquer. Mais il produit le phénomène suivant. C'est que si on fait semblant de passer une caméra là-dessus. Donc, on introduit une forme de conscience de ce qui se passe réellement ici. Donc, on filme la contraction, le sang qui circule, puis parfois c'est facile de suivre le sang. Hein. On peut être rouge de colère, on appelle ça des coups de sang, le sang nous monte à la tête. Alors, on suit ce mouvement-là et puis on le filme. Les pensées viennent avec. Habituellement, le cerveau va produire des pensées qui viennent avec l'émotion. Il va nous justifier dans notre colère. Alors l'autre est vraiment menaçant, c'est vraiment qui nous manque de respect. Toutes les images négatives viennent facilement. Alors, plus on prend conscience qu'il s'agit d'un processus qui n'est pas moi, mais d'une réalité qui se passe entre les deux oreilles et puis à l'intérieur aussi, puis on a tout un système de sensations internes, de perception interne qui saisit tout ça. Alors, plus on prend conscience de ça, il se produit un phénomène qui est pas explicable, mais un peu explicable. C'est qu'il se produit comme une détente. Pourquoi? C'est la grande question. Là, le raisonnement peut être difficile un petit peu à suivre, mais ce que la physique quantique, les sciences physiques depuis un siècle nous ont fait découvrir, puis je ne suis pas sûr qu'on a saisi toute la portée de ça, c'est que la réalité est faite de conscience. Les sciences physiques, en physique quantique, réalisent qu'il y a des relations entre des particules qui continuent d'exister même s'il n'y a pas de contact physique. Et que l'observateur d'une réalité physique, le seul fait qu'il y ait un observateur modifie la probabilité qu'une chose se produise ou pas. Alors les sciences physiques arrivent à l'idée que la réalité est pleine de conscience, si on veut. Et, à mon avis, le cerveau est fait aussi de conscience. Donc,
le cerveau est donc parfaitement capable de reconnaître la conscience, de reconnaître ce qui est conscient. Et là, c'est comme si on fait un temps d'arrêt puis on se met à filmer. C'est comme si on introduisait de la conscience dans notre réactivité et le cerveau identifie cette action-là comme une force, comme quelque chose qu'il connaît. Et comme on est fait de toute la matière et on est tous faits d'une certaine manière de conscience, donc il y a comme une harmonie dans tout ça. On peut se reconnaître, on s'identifie. Alors le cerveau, c'est comme si le cerveau et notre réactivité, tout d'un coup, baignent un peu plus dans ce qu'ils sont réellement eux-mêmes, de la conscience. Alors c'est pour ça qu'ils se reconnaissent. Le cerveau reconnaît quelque chose qui est une force et c'est ainsi qu'il y a un changement important qui peut se produire. Comment expliquer autrement que quand des gens méditent, des méditants qui méditent depuis plusieurs années, et puis que on met deux personnes dans une même situation stressante, et puis une personne qui médite depuis plusieurs années, puis une autre, et puis on scanne les cerveaux des deux, bien, on voit sur le scan que le fonctionnement cérébral de la personne qui médite est différent de l'autre. Alors, qu'est-ce que c'est l'ingrédient qui est pas pareil? C'est la conscience. C'est la pleine conscience. Alors, donc, la conscience, la pleine conscience, fait partie. C'est pas quelque chose qui vient d'ailleurs. C'est déjà là. Et plus on lui laisse de la place, bien, plus on sort de la réalité, de l'illusion. On n'a plus besoin de l'illusion d'être un moi et on est beaucoup plus dans le réel qu'autrement. Alors c'est pourquoi, quand on prend un temps d'arrêt comme ça, et puis comme je le suggère dans la première partie de ces deux vidéos-là sur la comment couper court au Corel, ce que je propose, qui a l'air très simple, de passer une caméra et de prendre conscience de la réalité, de ce qui se passe vraiment à ce moment-là, bien, ce que je propose au couple, c'est d'être beaucoup plus dans la vérité que si il s'imagine être un moi qui est blessé. Pourquoi? Quand on est violent ou qu'on est dans une querelle, on dit des choses et puis le lendemain, le surlendemain, on s'excuse. On dit c'était pas moi. Mais le mal est fait. Alors, au lieu d'attendre 2-3 jours à réaliser que c'était pas moi, prenons le temps de réaliser avant que ça blesse. Et on va, en faisant cet exercice-là, c'est comme si, sans même raisonner, c'est-tu moi, c'est-tu pas moi, faisons l'exercice de passer la caméra, d'observer notre sensation, notre émotion, et de vérifier qu'est-ce qui se passe. Et ensuite, on agira. On va voir que notre action va être beaucoup mieux ajustée à la réalité. Pourquoi? Parce qu'on est plus dans la réalité de ce qui se passe réellement. C'est un peu comme si j'ai aucun entraînement à la pleine conscience et puis que quelqu'un me pile sur un orteil, ça se peut que je réagisse là comme mon moi est touché, puis je m'enroule autour de ça, puis je suis comme une boule de billard, et puis je frappe, et puis je peux être violent. Si j'ai un entraînement à la pleine conscience, bien, j'ai cet espace-là de conscience à l'intérieur de moi, la fameuse, ce que Leonard Lowen appelle « In everything there's a crack where light comes in ». Dans toute chose, il y a une ouverture, une brisure où la lumière peut entrer. Alors, si j'ai cultivé cet espace-là à l'intérieur de moi, bien, je vais réagir à la personne qui me pile sur un orteil, mais il y a des grosses chances que mon action soit mieux ajustée. Au lieu d'être violent, ça peut juste être ferme. De dire « Hey, tu me piles sur un orteil ». Alors, le message va être là quand même, mais va être mieux ajusté. Je ne me ferai pas un ennemi de cette personne-là. Alors, vous voyez, introduire de la conscience ajoute de la vérité à ce qu'on est et plus de vérité à ce qu'on dit puis à ce qu'on fait. Juste pour donner un petit exemple, quand on va au cinéma, par exemple, eh bien,
le seul fait d'être conscient qu'on est au cinéma, on vit des émotions quand même, mais c'est pas la même chose que comme si on était dans la réalité. Si je suis au cinéma, puis il y a une scène où il y a un train à grande vitesse qui s'en vient, puis je suis sur la voie ferrée, puis je ne le vois pas venir, puis la caméra est comme à la place de mes yeux, puis on voit le train arriver, c'est sûr que comme spectateur, le cinéaste a pris la peine de nous identifier au personnage, c'est un bon acteur, etc. Alors on entre dans le personnage, alors on a peur, on ressent beaucoup de peur. Mais ce n'est pas la même peur que si on était réellement sur une voie ferrée. Pourquoi? Parce qu'on a la conscience d'être au cinéma. Cette conscience-là modifie notre émotion. L'émotion est moins dramatique. L'émotion, on la vit comme quelque chose qu'on est conscient de vivre. On n'est plus pris dedans comme un moi. Alors, c'est la même chose quand, dans la vraie vie, on introduit une conscience. Là, on n'est pas au cinéma, c'est plus difficile. Mais il reste que le moi, tel que les praticiens de la pleine conscience et les neurosciences nous le révèlent, il reste que le moi, c'est comme un peu du cinéma qu'on se fait. On croit qu'il y a un petit bonhomme derrière les yeux puis entre les deux oreilles, mais il n'y en a pas. Ou une petite bonne femme. On croit qu'il y a une essence, qu'il y a un moi, mais il n'y en a pas réellement. Alors, la conscience nous introduit dans cette réalité-là. Alors ça, c'est plus difficile. Le cinéma, on sait ce que c'est du cinéma. Mais le moi, personne d'entre nous n'a jamais entendu parler que le moi était du cinéma, que c'était une illusion. Alors là, il y a comme un défi de pleine conscience, mais qui introduit, c'est un défi que je présente aux couples en particulier, mais c'est un défi qui introduit les couples dans plus de vérité. Leur amour va être plus vrai. Ils ne seront pas pris dans l'angle mort du supposé moi qui s'excuse à tout bout de champ parce qu'il n'est pas assez conscient de qui il est. Alors, ça introduit beaucoup plus de vérité. Alors, je vais vous laisser là-dessus. C'est un raisonnement qui n'est pas simple, qui est un peu compliqué, mais c'est juste pour vous dire que derrière ce que je propose, il y a toute une pensée, une réflexion, une recherche des grandes traditions humaines qui sont impliquées et j'ai pensé que ça pouvait être intéressant de le présenter, même si ce n'est pas simple, de le présenter au couple parce que, à mon avis, il y a de l'avenir là. Alors, je vous propose donc de faire confiance aux suggestions que je peux vous faire et puis vous verrez ce que ça donne. Alors voilà, je vous dis au revoir, merci d'avoir écouté cette vidéo et à la prochaine.